Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste singulière et créative, une styliste plus précisément. Vous savez, ces stylistes qui subliment la silhouette, qui éveillent l'estime et renforcent la confiance en soi. Ces âmes créatrices de l'ombre qui font briller les artistes et les miss surtout. Incollable sur les dernières tendances mode, mon invité du jour, c'est parfaitement comment sublimer une silhouette, révéler les atouts d'une personne et la sublimer. Mon invité du jour sort tout juste de l'effervescence de Miss France, le show qu'on attend chaque année, notamment pour son glamour, ses divines tenues portées par les Miss, imaginées par la femme que j'ai en face de moi, créative, moderne, passionnée. J'ai à mes côtés une conseillère en images qui va répondre aux questions que vous vous posez tous. Comment s'habiller pour un casting ? Le style a-t-il son importance lorsqu'on est artiste ? Comment devient-on styliste ? Faut-il se former ? Votre coach audio, c'est Aurore Dongui. Bonjour Aurore. Bonjour. Aurore Dongui, est-ce que c'est ça ? Styliste et conseillère en images ? On va dire que c'est ça. On pourrait même dire styliste photo, conseiller en image, parce que c'est vrai que le mot styliste, maintenant, a encore une autre intonation. À l'époque, styliste voulait dire styliste dans une maison, donc dessiner en tant que créatrice ou dans un studio photo. À l'heure d'aujourd'hui, styliste, on dit styliste photo, travaille pour les magazines, et puis bien sûr, coacher, aider des personnalités à s'habiller dans la vie de tous les jours, et donc, bien sûr, des personnes, en fait, lambda dans la vie de tous les jours qui ont envie d'avoir des petits tips pour se sentir un peu mieux dans leur peau. Ça tombe bien, là on est au bon endroit. Alors tu sais, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Ouais. Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? Écoute, moi je suis quelqu'un, j'aime les challenges, donc en fait je suis toujours en train de me mettre des objectifs qui sont parfois très, très hauts, comme les étoiles. Et c'est ce qui me permet de me booster. Donc, j'ose tout, j'essaye tout, je me mets pas de barrière parce que je pars du principe qu'il ne tente rien à rien. Et je me donne au max, comme ça, je ne suis jamais déçue de ce que j'essaye de faire, du moins. Alors, tu imagines que tu en fais rêver plus d'un. La mode. Les places sont chères. On pense évidemment à Mademoiselle Agnès. Ouais, bien sûr. On pense maintenant à Piu Piu. Oui, Piu Piu, bien sûr. Une Uruguayenne que je connais, qui est comme de la famille. On pense évidemment à Cristina Cordula, une autre amie. Et les places sont chères. On va essayer ensemble de comprendre ton métier et surtout, pour tous ceux qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la tienne, que tu nous racontes comment on arrive à décrocher ce job, habiller les Miss France. Alors tout d'abord, parle-moi de ton enfance. Quel genre d'enfance as-tu vécu ? Où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, de base, donc j'ai grandi, je suis du Nord, je suis une ch'ti. je suis exactement de Marc-en-Barœul, une petite ville à côté de Lille. Que je connais bien. Voilà, donc... de grands talents viennent du Nord de la France. Est-ce que les gens du Nord ont le cœur chaud. On est des personnes qui et travailleurs. Ouais, on est des bosseurs, on est des personnes avec un cœur chaud, accueillant, bienveillant. Enfin voilà, je vais pas être chauvin, mais les gens du Nord, voilà. On le cœur chaud, comme on dit, comme certains disent. Donc non, voilà, je suis née à Marc-en-Barœul dans le Nord. Ensuite, mes parents se sont séparés à l'âge de 13 ans. Donc ma mère est partie vivre dans le sud, à côté de Sète, exactement au Cap d'Agde. Avec toi ?
Alors, première année, j'étais avec mon papa à Bordeaux. Donc, quand j'avais 13 ans, j'ai vécu 1 an à Bordeaux. Mes parents sont séparés. Et à l'âge de 14 ans, je suis partie vivre donc, au Cap. Mon papa donc, nous a rejoints parce que, bien sûr, Cap d'Agde-Bordeaux, ça faisait un peu loin en train. À l'époque, ça fait un peu vieille, mais j'ai bientôt 40 ans. Donc, on n'avait pas forcément tout ce qui est SNCF et tout n'est pas aussi bien développé. Passons. Donc, en gros, tout c'est pour dire que mon père est parti vivre au Cap. Et j'ai fait mes études de ma 3e à ma terminale au Cap. Et après, même si le Cap c'est cool parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est la plage, c'est le soleil, c'est les vacances. Niveau des études, on n'a pas trop de possibilités dans ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire en l'occurrence la mode. Tu savais déjà que tu voulais prendre cette direction? Je pense qu'en fait, la mode est venue entre guillemets à moi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au moment du divorce de mes parents, j'ai une sorte de... Parce que maintenant, c'est une grosse analyse que j'ai faite. Parce que vous m'auriez posé cette question-là il y a 10 ans, je vous aurais dit, je sais pas, parce que j'aime les vêtements. Question un peu bête d'ailleurs. Réponse un peu bête plutôt. Non, je pense qu'en fait, quand j'ai eu 13 ans, le divorce de mes parents a provoqué, je pense, de rébellion intérieure de moi, que j'ai exprimé à travers le vêtement. Par exemple, je prenais souvent les vêtements de ma mère, je les découpais, je les travaillais. Donc, je pense que c'était un moyen d'expression que j'ai utilisé le vêtement. À l'école, j'arrivais tout le temps avec mon jean à l'envers, je mettais des épingles à nourrice partout, un peu punk, border Vans, plein de trucs. J'étais un peu électron libre à l'école. Au moins, tu voulais pas être dans la masse. Je voulais pas être dans la masse. J'avais besoin de me faire remarquer. Veulent cette façon de uniformiser le goût. Exactement. Et de toujours avoir ce même style. Toi, tu étais déjà dans la créativité. En fait, à partir de ma 4e, 3e, j'ai eu cette sensation de besoin d'être différence, besoin de me démarquer, d'exister, je pense. Et ma mère m'a dit, écoute, est-ce que tu veux pas faire une école de mode ? Et je me suis dit, école de mode, c'est quoi ça ? Et tout, c'est vrai que je n'étais pas du tout... Ah, mais pourquoi pas ? Et c'est vrai que j'aimais beaucoup, je regardais beaucoup, donc justement, Christina Cordula sur M6. Et c'est sympa ce qu'elle fait. C'était les tout débuts, il n'y avait même pas Instagram, c'était même pas Facebook à l'époque, rien du tout. Donc c'était un peu la première nana qui parlait de conseiller des gens. C'était un peu absurde de dire de conseiller, de mettre pourquoi tu mettrais pas un pull rouge plutôt qu'un pull vert. Et pourtant aux États-Unis c'était déjà bien développé, mais en France c'était un peu la précurseur de ça. Et je me suis dit c'est sympa. Et ensuite j'ai fait ma terminale. Ma mère m'a dit non tu vas faire un bac comme un bac S général pour au cas où tu veux pas faire ça, on aura quand même plus de voix. J'ai passé mon bac et quand j'ai donc en terminale, mon père, non, tu feras un IUT Tech de co, ma mère, non, tu vas aller. C'est un peu voilà. Et donc là, ils ont décidé, ma mère a dit, non, tu vas faire une école. Et en fait, je me suis renseignée. Et au final, pour faire une école, il fallait quand même faire une prépa appliquée puisque je sortais d'un bac général. Et donc, on s'est renseigné. Je suis partie en prépa appliquée à Lille. Je suis retournée dans le Nord, chez mes grands-parents qui m'ont hébergée pendant 1 an. Et j'ai fait une prépa appliquée à Lille. Courageuse. Ouais, et j'avais 17 ans. Et courageuse ou déterminée ? Déterminée. Parce que en fait, je pense que mon père ne voulant pas que je fasse ça et que mes parents étant séparés, je voulais prouver à mon père que j'avais raison. Donc c'est vrai que pendant 1 an, mon père m'a pas trop parlé parce qu'il était très en colère que je fasse pas un UTech de co. Personne dans la famille qui fait de la mode, pourquoi elle veut faire ça ? C'est encore un caprice. Enfin, c'est un caprice tout simplement de gamine. Et non, moi, voilà. Donc, je suis partie dans cette voie-là. Et, alors, attends, ouais, tous les gens qui nous écoutent, cette formation pour devenir styliste, elle requiert quel type de ressources ? Tu t'es formée pendant 1 an, c'était quoi ? Des mathématiques pour apprendre à faire un patron, c'est quoi ? Alors, j'ai fait mon bac S, normal, général. Donc, parce qu'à l'époque, c'est vrai que on n'avait pas autant de possibilités de faire des bacs pro, des machins. Maintenant, il y a vachement de possibilités de pouvoir commencer plus tôt la couture. Si on est vraiment déterminé, par exemple, à l'âge de 14 ans, moi, parfois, je prends des stagiaires à l'âge de 14 ans, elles veulent déjà savoir, elles savent qu'elles faire de la mode grâce à tous ces réseaux sociaux qui permettent justement de développer des talents et de montrer des choses. Et maintenant, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux très vite te rendre compte que tu veux être cuistot, tu veux être pâtissier, tu veux, tu veux être dans le parfum, tu veux être dans la mode, mais dès dans la 9 musique. ans, elles sont déjà... Parce que les réseaux montrent un truc qu'avant, on avait juste la télé. Donc, la télé, on nous montre ce qu'on veut. Les réseaux sociaux, tu as une possibilité, tu tapes dans la barre de recherche musique, je sais pas, pâtisserie, gâteau... tu vois. Et en fait, cette ouverture qui peut être bénéfique comme pas bénéfique, bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les enfants, bien sûr, au niveau des téléphones, des réseaux sociaux et tout est limité, mais permet d'ouvrir aussi à ce côté positif d'un champ d'action qui est génial. Et très tôt. Et donc,
retomber sur ce que je disais, c'est qu'à l'âge de 14 ans, tu peux déjà savoir ce que tu as envie de faire quand tu as fini ton collège. Et donc, faire un bac adapté à ce que tu veux faire. Parce que moi, Et ça requiert quoi? Des notions de mathématiques? Quelle est la formation pour tous ceux qui Alors nous moi, écoutent? ma formation à moi, je vais l'expliquer parce que, encore une fois, on remonte à un truc qui date de 2006-2007. Donc voilà, on est au bac S. Je sais que maintenant, ça s'appelle plus comme ça. Mais c'est pas grave, je suis un peu dinosaure. Là, je rigole. Je suis pas dino quand même, ça fait peur. Non mais voilà, et en fait, en gros, moi, j'ai fait un bac S. Donc le bac S, c'est un bac basique. À la base, c'était le bac mathématiques. C'est On pas a- basique, c'est hyper haut de gamme. Non, le mais je S. veux dire, Attends, je veux moi, dire je bac. rêvais de S. Non, Moi, je mais- suis une L. Un Ouais, autre voilà. dinosaure Ah. nous parle. Non mais t'avais le bac S, le bac L, le bac ES, éco. Non, enfin. moi, j'ai connu le bac G. Oh là, attends, Attends, on va cramer on le va podcast. cramer le podcast. On arrête. Non, je rigole. Non, mais en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai fait un bac S dans le sens où j'ai fait les mathématiques, les machins, parce que je savais que ma mère m'avait dit, en faisant ça, enfin mes parents, en faisant ça, au pire, si tu te plantes, tu pourras toujours retomber sur tes pattes, sur ce que tu veux. Donc, on a safe le truc. J'ai fait mon bac S en me disant, je fais plaisir à mon papa et ma maman, j'ai mon bac S. Et après, je vois ce qu'il faut faire. Et ensuite, on m'a dit, pour entrer en école de mode, tu dois présenter un dossier. En école d'art en général. Tu dois présenter un dossier que je n'avais pas. Parce que le problème, c'est qu'en bac général, tu n'as pas de cours d'art plastique, de choses très développées dans la partie artistique. Tu as vite fait peut-être un cours de dessin et encore. Donc, j'ai fait une prépa appliquée où dans ce cours de cette année de prépa appliquée, qui est donc après bac, j'ai fait de l'architecture, de l'art, j'ai appris les perspectives, j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai fait de la mode, j'ai fait de la photographie. En fait, c'était vraiment une année artistique où vraiment tu touches à tout. Tu apprends à dessiner une maison avec tous les points de perspective, tu apprends l'histoire de l'art, enfin voilà, je me répète, mais c'était une année où tu avais... Quelle année de plaisir absolu Voilà, et de tu s'ouvrir aux arts comme ça. Exactement, et pendant un an, tu crées ton dossier et ça te permet aussi de voir, est-ce que tu es un peu plus architecture, parce que tu peux aimer l'art, mais est-ce que tu es un peu plus archi, parce que tu peux aimer le dessin, est-ce que tu es un peu plus nature morte, est-ce que tu vas être un peu plus histoire de l'art, etc. Moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment la mode, donc j'ai axé mon dossier en poussant à fond sur l'histoire de la mode. Et ensuite, milieu d'année, on m'a dit, l'année prochaine, tu veux voir... Oui, ok, école de mode. Et c'est là que j'ai commencé à démarcher les écoles de mode. Toute jeune alors 18, 19, 20 Ouais, 18, un truc comme ça. Ce que tu nous dis pas, dis-moi. c'est que ta grand-mère, non, Oui. arrière-grand-mère, Ouais, mais couturière ça, je l'ai chez découvert. Chanel. Non, en fait, j'ai découvert, mais ça, c'est dans le... Elle avait même une boutique rue Castiglione C'est ça. à Paris. Mais ça, c'est mon... Alors, c'est pas moi, c'est mon arrière-grand-mère. En fait, c'était il y a longtemps, c'était en 1900, je vous parle d'un truc... La mémoire cellulaire, c'est ça dans les gènes. Mais attends, dans cette histoire, il faut que je raconte, parce que ça c'est un truc que j'ai découvert pendant mon école, quand j'étais à... Parce que, il y a tout mon process, j'ai fait la chambre syndicale, etc. Et après, je suis partie à San Francisco, je vais l'expliquer. Et quand je suis partie à San Francisco, il y a les soirs, je m'ennuyais parce que j'avais pas forcément de potes et tout. Et je traînais sur Internet pour faire des recherches. Et j'ai découvert que dans mes journaux de mode, mon arrière-grand-mère, qui date de la Première Guerre mondiale, traînait avec Lanvin, Chanel, etc. Et elle faisait ses premiers défilés avec... Et donc, il y a une C'est boutique, fou. si vous cherchez... Côté maman ou papa? Papa. Et d'ailleurs, si une personne m'entend, je suis preneuse. Elle avait donc la boutique s'appelait Dongui, rue Castiglione, à côté de la place Vendôme. La boutique qui fait l'angle Faubourg Castiglione était dans ma famille et s'appelait Dongui. C'était une maison de mode. Et au sol, il était marqué Dongui. Il y avait les plaques. Donc quand j'y passe, je vois, il n'y a rien. Mais c'est fou. Et j'ai découvert ça en faisant des fouilles sur Internet. Et il y avait le journal de la mode. Et on voit Dongui défiler. Et c'est improbable parce que mon père me disait, quand il m'a fait la tête et qu'il m'a dit, ouais, je veux pas que tu fasses ça, il n'y a personne qui est dans la mode. Et j'ai découvert ça quelques années plus tard. Donc C'est fabuleux parce que le sujet, c'est quoi? Se connecter. Parce que tu disais que tu étais un électron libre à l'école et que donc je me suis imaginée pas très bonne élève. Et en même temps, vu les études que tu as fait, ça veut dire que j'avais des bonnes notes. Engagée et que tu es travailleuse. J'avais des bonnes notes. Ce qui est ultra intéressant dans ce que tu dis, c'est combien il est important de se connecter à soi. Et quand tu retrouves que dans ta famille, tu sais que la mémoire cellulaire existe, ça veut dire qu'il y a une lignée. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ton frère, il est quand même dans le street art, il est DJ, il est producteur. Il faisait quoi tes parents dans la vie?
Bah alors, mon père était bossé à la poste et après s'est mis dans la banque, donc on va dire tout ce qui est parti un peu banque, mais plus jeune pour payer ses études, mixer le week-end. Donc en fait, moi, quand même, donc ouais, il y a une ouais. petite fibre. Et Ah oui, maman moi quand j'étais petite, j'étais le berceau tous les week-ends. Mon père il mixait, il y avait le berceau à côté, quoi. Ah, Donc ok. c'était marrant. Et ma mère, elle était, elle est infirmière. Ok. Infirmière et puis maintenant, Bienveillante, et maintenant, empathique. voilà, exactement. Mais pour la petite histoire, juste tu parles de mémoire cellulaire, de bienveillance et tout. Juste petit tips qui m'a aidé, c'est quand j'ai fait mes études, tout simplement ma prépa appliquée, j'ai dû chercher une école et je suis partie parce que mes parents avaient une maison donc à Marrakech. Je suis partie en vacances de Noël, donc pendant mon année de prépa appliquée à Marrakech. Jour de l'an, etc. Mes parents vont manger, je tombe malade, on passe en crise de foie. Lendemain matin, ma mère me dit Aurore, est-ce que tu veux venir aller visiter les jardins Majorel de chez Saint-Laurent? Je ne connaissais pas, j'avais 18 ans à l'époque. J'écoute maman, enfin je connaissais deux noms, mais maman, écoute, je suis pas bien. Non, non. Bon, elle y va toute seule avec mon beau-père à l'époque, puisque mes parents étaient séparés. Et là, elle revient, elle me dit écoute, j'ai fait une rencontre, Aurore. Je dis ah bon, et toi, j'ai rencontré un monsieur dans les jardins de Majorel. J'ai parlé de toi, il m'a donné sa carte. Et ma mère, c'est une pipelette, hein, elle parle à tout le monde pour le coup. Et elle me donne la carte, et c'était la carte de monsieur Jean-Louis Scherer, très grand couturier. Et il me dit écoute, je l'ai rencontré. Et ma mère ne savait pas qui c'était. Elle me dit je ne sais pas qui c'est. Il m'a dit de prendre ta carte. Et à l'époque, Instagram, je dis ça pour les gens qui ont, avec toutes les personnes qui écoutent Instagram, comme qu'Instagram c'est bien, mais la vraie vie c'est important aussi. Cette personne m'a dit écoute, bon endroit au bon moment. Il m'a dit que tu dois lui écrire une lettre et advienne ce que pourra. Et je dis maman, mais c'est qui cette personne? Et je regarde et je vois que monsieur Scherer n'est autre qu'un très grand couturier, ami de monsieur Saint-Laurent, et il était en vacances chez Saint-Laurent. Et il se baladait simplement dans le jardin et il a croisé ma mère. Et donc moi je rentre à Paris, je garde précieusement cette petite carte de visite dans mon portefeuille et je rentre chez mes grands-parents donc à Lille, donc j'avais 18 ans, et j'écris cette lettre à la main, puisque maintenant à l'époque, encore une fois dinosaure, on écrivait à la main. J'écris cette lettre où je dis voilà, toute la motivation et le cœur que j'avais envie de faire de la mode, que c'est vraiment quelque chose d'important, que mes parents avaient divorcé, que je mettais tout mon amour dans ça, etc. Une longue lettre. Et je me rappelle toute ma vie, je me suis couchée, j'ai cette petite lettre qui a la main qui était donc sur le buffet de mes grands-parents et je l'avais fait des petits bisous comme ça en me disant peut-être qu'elle va changer ma vie. Et elle a changé ma vie. La lettre est partie. Ma grand-mère l'a postée. Je suis partie à l'école, donc j'étais en prépa appliquée. Et à la fin de la semaine, ma grand-mère me dit « Oh, t'as reçu une lettre ». Et je regarde, c'est une lettre en papier de soie écrite à la main, à la plume, de monsieur Scherer. Et j'ai toujours cette lettre chez moi que j'ai précieusement, que je vais encadrer, écrite à la main qui disait Bonjour madame, donc Guy, en effet j'ai bien rencontré votre maman dans les jardins Majorel, qui m'a beaucoup parlé de vous. Donc je la fais en débrief la lettre. Elle m'a énormément parlé de votre motivation. Sachez que la mode est un milieu qui est très difficile. Il va falloir faire preuve de beaucoup de motivation et de détermination. Chose que je pense vous avez, blablabla. Écoutez, je vais appeler Monsieur Broca de l'école de la chambre syndicale dès maintenant pour vous faire part de votre motivation. Et si vous avez quoi que ce soit, je suis là. N'hésitez pas, je vais vous aider. Et en fait, il m'a ouvert les portes de la chambre syndicale et je suis rentrée à l'école de la haute couture de la chambre syndicale grâce à lui. C'est absolument magnifique. Voilà. Ce que j'entends, c'est ton rencontre. audace d'avoir été au bout de cette envie. Ouais. L'écoute et le regard de ta mère sur toi, qui t'observe et qui a cette intuition que la mode est faite pour toi. Ouais. Et puis cette rencontre dans un lieu qui a changé. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, les jardins de Majorel, ce sont les jardins d'Yves Saint-Laurent, où ce bleu Majorel, ce bleu indigo, a pris tout son sens. Voilà, a changé ma vie. Donc finalement, on est en train de parler d'études, de volonté, de rencontres, de coups de chance. Exactement. Et de se lancer, en fait. Exactement, ouais, de se lancer. Et ça m'a permis de me lancer et d'ouvrir cette voie maintenant que, tout simplement, que j'essaye de faire honneur parce que, hélas, M. Scherer est décédé. Mais je sais que, voilà, il a la petite étoile là-haut qui veille sur moi et j'ai toujours cette petite étoile au fond de moi qui me dit, voilà, de quoi vas-y, tu rêvais fonce, quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, parce que tu parles beaucoup du divorce de tes parents qui t'a marqué. Ouais, c'est ça. Ouais. 13 ans, c'est un âge compliqué. Ouais.
Quand j'étais petite, je rêvais de quoi? Je voulais être hôtesse de l'air, donc de voyage, je pense. À l'époque, encore une fois, on n'avait pas cette possibilité. Mais hôtesse de l'air. Des hôtesses de l'air. Ouais, je sais Peut-être pas. l'uniforme. L'uniforme, alors voyage, ouais, mais je pense que le côté où peut-être ma grand-mère qui me disait tu dois faire hôtesse de l'air, comme ça tu pourras partir voyager à travers le monde. Et c'est vrai que c'est aussi cette chance-là d'être hôtesse de l'air. Mais ouais, hôtesse de l'air, je voulais être hôtesse de l'air. Puis je voulais nager avec les dauphins, donc ça je l'ai réalisé. Je suis allée au Mexique le faire, mais voilà, c'était un peu mes rêves, quoi. Alors, à quel moment, parce que finalement, là, tu entames ces études grâce à Monsieur Scherer, que tu as déjà rencontré au final alors là, ou pas? c'est ma grande déception. On va pas pleurer, mais en fait, je suis rentrée à l'école et on s'est eu au téléphone. On s'est beaucoup parlé et il m'a permis de faire pas mal de choses, mais on n'a pas eu la chance de se rencontrer. Et je sais que il a des filles. Qu'un jour, je l'ai rencontré, mais ça a été voilà. Donc c'est la seule chose, c'est que j'ai jamais rencontré. On s'est parlé au téléphone. Comment tu expliques cette rencontre entre ta mère et lui, et qu'est-ce qu'il s'est dit pour que soudainement ils prennent le temps Ouais, ma mère est quelqu'un de très déterminé. Elle a une très grande. En fait, ma mère a une très grande. Comment dire? Elle a ce point fort qui est la communication. Elle arrive à capter votre attention et à discuter avec vous. Elle est en même temps friendly et en même temps très rigolote. Et je pense que M. Scherer a dû détecter et aimer chez ma mère cette facilité, cette ouverture et cette simplicité qui est là de mettre à l'aise les gens. Et puis, toujours avec la petite pointe d'humour. Et en même temps, ma mère est tellement passionnée d'amour pour nous. Elle a dû sentir la détermination et puis elle a envie qu'on réussisse. Et puis cette passionnée d'amour et de pouvoir faire que sa fille réalise son rêve de devenir styliste. Et il a senti ça, quoi, tout simplement. Et donc, pendant ces études, qui sont des études relativement difficiles et exigeantes, bien sûr, où les places sont chères, bien sûr. À quel moment tu te dis, OK, maintenant c'est sûr, je décide, je vais devenir styliste et je vais vivre de mon métier. À quel moment tu as eu le déclic? Bah, franchement, clairement, c'est pour ça que je parle de ça, c'est quand j'ai eu le mot de Monsieur Scherer. Parce que je me suis dit, cette chance-là, je l'aurais pas 2 fois dans ma vie. Et pourtant, j'étais jeune, j'avais 18 ans, mais j'avais cette conscience, parce qu'à 18 ans, on est encore immature. On a encore envie de dévorer la vie. Je pense que le divorce de mes parents m'a énormément endurcie parce que j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs très jeunes, à l'âge de 13 ans. Donc j'avais cette maturité très jeune de me dire... Tu es la plus grande? Ouais. Combien de frères et sœurs? J'ai une sœur qui a 3 ans de moins que moi, un frère qui a 4 ans, donc est fixe, qui a 4 ans de moins que moi, donc moi j'ai 40, donc 36 et 37. Et j'ai un petit frère de ma maman avec mon beau-père qui a 22 ans. Charles. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai cette mentalité, donc très forte. Tête de meute. Exactement. De cette conscience professionnelle qui m'arrivait très tôt de me dire, ok, c'est ça que je vais faire. Mais par contre, je vais le faire et je vais le faire bien. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que, et mon fils, j'ai un petit garçon de 6 ans, je lui ai toujours dit et je lui dis dès maintenant, il veut être footballeur. Bon, passons, comme je pense beaucoup de petits garçons. Et je lui ai dit, si tu veux être footballeur, il n'y a pas de problème, tu feras footballeur. Mais par contre, tu le feras bien. Et t'iras jusqu'au bout. Il peut être n'importe quoi. Il peut être... Mais je veux juste qu'il fasse bien et qu'il fasse avec amour et il réussira. Et c'est ça, moi, je pense qu'à partir du moment que tu es passionné de ce que tu fais et que tu te lèves le matin et que tu as envie de te lever et que tu te lèves avec le sourire, alors là, tu peux monter l'Everest, en fait. Tu peux créer ton resto, tu peux faire tellement de choses, en fait. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Je vois rarement... J'essaye, sauf quand je suis très malade et fatiguée, c'est très dur. Mais j'essaye toujours de le voir plein. Et en fait, c'est du mental, en fait. Et tout est dans le mental. Et après, si tu as le mental, tu peux tout faire, en fait. J'allais te demander cette question, c'est-à-dire... D'où te vient ce mindset déterminé et positif? Est-ce que tu l'as toujours eu? Je pense que ça vient de... Alors déjà, mon papa et mon beau-père. Mon papa, parce que mon père a il y a ça en lui, il est très positif. Tous les matins, il aimait bien prendre son petit déjeuner, je le fais avec mon fils, et me dire, alors, t'as rêvé de quoi? S'intéresser, t'as rêvé de quoi? Ok, qu'est-ce qui va pas? T'inquiète pas, ça va aller. Toujours, ça va pas, mais t'inquiète, gérer l'urgent et l'important. Toujours, ok, là, tu prends une pause, on va courir le week-end, on prend 5 minutes, on court, et le retour, on parlait, on fait jamais, on court, toutes les énergies, on les extériorise, et après, machin. Donc, en fait, mon père, il a toujours appris des petits tips comme ça, et quand ça va pas, ok, viens, on va déjeuner, on se pose, on discute, qu'est-ce qui va pas, ok, est-ce que tu crois vraiment que ça, c'est important? Non, ça, c'est important. Et en fait, d'apprendre à... Parce que moi, je suis plein d'énergie,
je dirais pas que je suis hyper active parce que c'est pas, on va pas, tout le monde est voilà. Mais j'ai beaucoup d'énergie, je dors pas beaucoup, je mange pas beaucoup et c'est naturel chez moi. Parce que j'ai cette envie de croquer la vie, j'ai envie de tout claquer, d'être là-haut, parce que je pense que ouais, j'ai été élevée comme ça. Et puis j'ai un beau-père que j'ai connu à l'âge de 13 ans, qui a un business boy de ouf, quoi. Il gère je sais pas combien d'hôtels, combien de business, d'immobilier. Et lui, c'est, voilà, moi à l'âge de 12 ans, j'étais l'été, je travaillais, j'ai jamais connu les vacances. C'est la première fois que je suis partie en vacances, j'avais 26 ans. Donc l'année, j'allais à l'école et les vacances, je travaillais. Donc j'étais à la boucherie, à l'époque, lui, il était traiteur. Donc moi, à l'âge de 14 ans, j'ai épluché les patates dans le backstage, quoi. Et puis à 17 ans, je gérais une boutique l'été. Et ça, Donc ce que j'entends, c'est bosser, hygiène de vie, bosser. finalement, Ouais. tu le dis. Ah oui, le sport. Cette hygiène le sport. de vie. Le sport, t'en fais encore beaucoup ? Bien sûr, j'ai un coach, Tony, d'ailleurs. Il faudrait que un jour, si tu veux passer un podcast avec lui, il gère d'ailleurs pas mal de personnalités. Hein, et Tony me coach et c'est vraiment une personne Donc géniale, la clé, le sport. pour tous ceux Ouais. qui veulent développer un mindset ultra performant et positif pour accéder. Donc d'abord le sport. Le Bien sport sûr. pour ton corps Le et bien-être. oxygéner ton cerveau. Exactement, ouais, c'est important. Ensuite, ça. Le travail, détermination, jamais baisser les bras, et puis on y va, quoi. Il faut pas avoir peur. l'entourage. Entourage, Cet entourage dont tu bienveillance. parles, bienveillant. Bienveillant. Alors, on choisit forcément pas sa famille, mais ses amis, ça c'est sûr. Et et de ce fait, juste bien s'entourer. Si on n'a pas si ça matche pas avec la famille, c'est pas, bien s'entourer de bonnes personnes bienveillantes qui vont vous envoyer du positif, quoi. C'est hyper important. Et le travail, parce qu'on imagine que tu as énormément travaillé. Ton truc à toi, c'est d'habiller les célébrités. Ouais. Comment c'est venu ? C'est au fil des rencontres. C'est quoi ton premier souvenir artistique avec une rencontre, un artiste où tu dis ok, je suis à la bonne place ? En fait, la première personne, je pense, qui m'a fait passer le step, c'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai Obispo, Pascal Obispo, que je connais depuis très 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 longtemps. On s'est rencontrés. Moi, en gros, pour la faire courte, j'ai fait beaucoup au début beaucoup d'éditos mode, des petits, des grands, beaucoup de web éditos parce qu'il y en avait beaucoup au début. Beaucoup de zouk, j'ai commencé par l'univers du zouk, le R&B zouk. Je connais très bien Marvin, Linsha. On a reçu Linsha, mais oui. J'en ai fait plein, j'ai fait Kim, donc j'ai fait beaucoup de zouk. Et puis un jour, j'ai fait des pubs. Et puis petit à petit, il m'a amené à une rencontre qui m'a permis encore de passer un step au-dessus. Donc Pascal, une prod qui me demandera est-ce que tu serais intéressé de faire les entrées et les sorties de scène de ménage pour Europe 1, c'est les 20 ans avec Justine Fraioli et Bruno Solo. Et je dis ok, let's go. Et donc en fait, j'ai bossé avec Justine et Bruno pendant quelques mois sur les entrées et sorties. Et puis un jour, c'était l'anniversaire donc de scène de ménage. Et ils ont invité avec Europe 1 et blablabla. Ils ont invité Pascal Obispo pour l'anniversaire et qui venait c'était là pour les Adam et Ève, pour le lancement d'Adam et Ève, donc je crois que c'est en 2012 et il est venu et puis moi je m'occupais de Justine et en fait on me dit ouais, il y a Pascal qui arrive, va falloir checker son stylisme. Je dis ok, bon, why not. Et là je le croise dans les loges et on me dit Aurore, va voir. Bon, Pascal à l'époque, en plus, mon fort personnage, hein, et il me regarde, il me dit je le croise dans le couloir et il passe à côté de moi et je le regarde, je savais très bien qui c'était et il me regarde et il me dit salut, ça va, chat, salut. Et puis il se présente, il me dit Dominique, je fais salut Dominique. Je sais plus, il me dit un faux nom, chat, salut Dominique. Et je trace, genre en fait j'avais très bien qui c'était. Mais en fait j'étais rentrée dans son jeu et en fait il avait kiffé et de là en fait on a parlé, il a dit à la prod putain c'est qui, c'est la styliste, et en fait on s'est échangé le numéro et de là ça a matché et en fait j'ai commencé à bosser avec lui, il m'a mis sur un autre clip et j'ai bossé avec une prod et voilà. Et en fait le vrai tournant je pense professionnel a eu lieu pour moi en 2012 quand j'ai fait cette rencontre où en fait ça s'est enchaîné, quoi, tout simplement, parce qu'après une fois que tu rencontres une personne ça s'enchaîne. J'avais déjà bien bossé avant mais là je passais dans le step de la chanson française / après je suis partie dans le rap, j'ai fait beaucoup de rap, j'ai fait Niska, Kalash, j'en ai fait par Nino et après puis ça s'enchaîne, quoi. Pour Vita. tous ceux qui nous écoutent, après cette formation, quand tu sors de cette école avec ton diplôme en poche, qu'est-ce qu'on fait pour devenir styliste et en vivre ? Alors,
Moi, je vous dis tous, et c'est vrai que je pense que c'est important, j'ai quand même fait un an à l'Académie d'art de San Francisco en sortant de la chambre syndicale pour mon anglais. Important, l'anglais, je pense que maintenant il est important de nos jours. Toi, toute seule, tu as eu cette envie? Non, non, non. Bon, bah justement, on revient à la discussion. Est-ce que, vu que j'étais un peu avec ton libre, tu t'es dit je travaille mal à l'école? Non, j'étais majeure de promo, ça fait un peu la fille la pète, mais de ce fait, bah non, mais bon, comme j'avais quand même monsieur. J'avais quand même un grand monsieur qui était derrière moi qui veillait sur mon truc. Je travaillais très bien à l'école et donc mon directeur, on était deux, nous a envoyés à l'Académie d'art de San Francisco en échange universitaire et je suis partie faire une année offerte par l'école, par la chambre syndicale à San Francisco et j'ai habité là-bas pendant un an. Et en fait, quand je suis restée un an là-bas, j'ai appris mon anglais, j'ai bossé pour David Zetto qui avait lancé une compagnie de luxury avec LVMH. C'était une compagnie en ligne pour faire des vêtements, c'était le début, des vêtements en ligne, tout ce qui est vêtements d'hommes de première main, premier site web aux États-Unis. Et j'ai bossé avec lui pendant quelques mois. Finalement, ça a capoté, mais c'était génial parce que ça m'a permis de rester jusqu'à juillet, de me faire plein de potes. Et après, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, normalement, je devais repartir aux États-Unis parce que David, il m'avait dit, je te prends, je t'embauche. J'avais été voir les avocats de l'immigration, etc., pour faire mes papiers. Finalement, ça a capoté. Et donc, David m'a mis en contact avec un autre David à Bruxelles. Et de fil en aiguille, justement, pour rebondir, quand on sort d'école, il faut se bouger les fesses parce qu'en fait, ça ne vient pas à nous. Surtout que moi, c'était 2008-2009, en plein période de crise, donc tout bougeait. Et ben quand ces moments-là, on n'a pas le choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va voir des chasseurs de tête. J'étais voir des chasseurs de tête pour essayer de trouver du boulot. On prend tous les jobs possibles imaginables. On essaye d'être je dirais le moins sélectif. C'est-à-dire que mon seul objectif était d'avoir un pied dans la mode. Donc ce que j'avais fait, et c'est ce que je recommande d'ailleurs à mes équipes, c'est que j'avais déjà trouvé un métier alimentaire. Donc je m'étais mis hôtesse. J'étais chez Charleston. J'étais hôtesse d'accueil pour pouvoir payer mon loyer et manger. C'était mon objectif, payer et manger. Après, le reste, je m'en foutais. Je m'habille, machin. Je sortais pas, je m'en foutais. Et ensuite, chercher du boulot. Et donc, en fait, le matin, je bossais chez Charleston et l'après-midi, je faisais tous les jobs possibles. Des shootings, des éditos, du machin. Et faire de l'image, parler de moi, etc., etc., etc. Ensuite, je suis repartie, j'ai arrêté Charleston. Je suis partie chez un pote de mon beau-père, donc je bossais. Alors, ça a été le jackpot dans une boucherie. Donc, tous les matins, je me levais à 5h du matin. Je bossais dans une boucherie pendant 5 mois en 2009. Et l'après-midi, j'étais sur mes shoots Dior et je montais petit à petit. C'est génial. Donc, j'avais les mains dans le sang le matin et j'avais du vernis. Et l'après-midi, j'étais dans les maisons de couture en train de prendre les robes. Et jusqu'en mai 2009, où là, il y a un mec qui m'a dit, écoute, voilà, je vais te donner ta chance à Bruxelles pour un mois. Je suis partie à Bruxelles pendant un mois et tout simplement pour l'assister en tant que styliste. Et David Escher, un autre David. Je l'ai assisté pendant un mois. Il m'a dit, par contre, je te paye pas. On est vraiment genre, je te teste. Donc la semaine, j'étais du lundi au vendredi, j'étais à Bruxelles. Et le samedi et dimanche, j'étais à Paris. Et pour garder ma clientèle que je m'étais fait quand j'étais au Charleston, je m'étais associée avec un autre styliste qui s'appelle Étienne Janson. Montier-nous d'ailleurs, si tu m'entends. Et en fait, je donnais mes clients à Étienne, je donnais un pourcentage. Et comme ça me permettait de garder mes clients. Et le week-end, on travaillait ensemble. Et en juillet 2009, j'ai dit, vas-y, j'en peux plus de faire mes allers-retours à Bruxelles. J'ai arrêté. J'ai dit, je vais manger des pâtes, mais je vais rester. J'étais coloc d'Étienne. Étienne m'a dit, OK, tu prends pas d'appart, tu vas vivre avec moi. J'ai une chambre. J'ai habité avec Étienne chez lui. Donc, on avait chacun une chambre. On a monté la Frog Agency à deux en tant qu'indépendants chacun. Juste, on signait sous la Frog. On divisait les factures en deux. On a fait ça pendant 3 ans. Et on a monté toute notre business ensemble comme ça. On s'est associés en gardant. Et en 2012, on a arrêté. Donc, l'année, justement, voilà. On a arrêté chacun et on a monté notre business chacun, auto-entrepreneur. Et on est resté entités différentes. Et voilà, 2012. Et après, on a chacun notre petit bonhomme de chemin. Et en 2016, j'ai monté ma boîte en URL. Parce que forcément, le fait est qu'au bout d'un moment, je monte. Puis j'ai pris une assistante, un bureau, mon copain, un bébé. Ça s'enchaîne, quoi, tu vois. Ça s'enchaîne. Mais détermination. Ce qui est fabuleux quand on t'écoute, Ouais. et si vous entendez bien, si Ouais. vous voulez, entendez qu'à partir du moment où ce mindset est défini, et que ton intention, c'est ça. elle a un focus qui est un projet, Ouais. ça s'ouvre. C'est ça. Ça s'ouvre. C'est ça. Et c'est ce que je dis tout le temps à nos auditeurs. Ne me dis pas que tu connais personne. Ne me dis pas que tu n'as pas de chance. Ne me dis pas. Non, ça marche pas. C'est juste l'envie, le travail. La volonté. L'envie, le travail. L'envie, le travail. C'est ça. Et
j'aime ce type de témoignage. J'imagine qu'être styliste, c'est aussi et surtout se faire du réseau. Et toi, tu pars de rien et tu as su valoriser ton travail. Donc finalement, la styliste, est-ce qu'elle doit avoir un style particulier? Est-ce que quand on parle de toi, on dit « Ah tiens, on a besoin d'elle parce qu'elle a ce style » ou alors tu es multistyle? Moi, je me considère comme un caméléon déjà. Donc, en fait, si tu veux, je pars du principe qu'une styliste ne doit pas avoir... C'est bizarre ce que je veux dire. Qu'une styliste ne doit pas avoir de style. C'est-à-dire qu'une styliste doit être malléable, adaptable, comme une sorte de pâte à modeler qu'on puisse mettre dans un moule différent. Pour moi, une styliste n'a pas besoin d'être overstyle. Les gens qui sont trop méga stylés... comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. J'ai besoin de savoir, et d'ailleurs quand je prends des personnes dans mes équipes, franchement, j'ai déjà pris des personnes qui avaient mais aucun style et c'était des bombes au taf. C'est vraiment hyper important, c'est de ce que les gens ont à l'intérieur de soi, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont envie d'exprimer et de dire, et c'est ça qui est important. Le paraître, c'est bien, mais de toute façon, ça se travaille, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui est le plus important, parce que ce qui est à l'intérieur, ça restera à vie en fait. C'est comme un mec. Quand on prend un mec, il faut prendre ce qui est à l'intérieur et pas le physique, parce qu'au final, quand il aura 80 ans et qu'il sera ridé, il restera que ce qui est à l'intérieur. Donc en fait, c'est hyper important de voir le fond et pas que la forme. Et tout ça pour dire que pour moi, voilà, c'est hyper important de travailler comme ça. Dans le stylisme, il y a une concurrence de fou. Ouais. Très peu de place. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu envie de tout arrêter, où tu as lâché, où tu te dis purée, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, c'est trop dur? Il y a des moments où je vais être claire, il y a des clients qui sont très durs, parce que moi je suis quelqu'un qui me donne à 200, 3000, 4000%. Je pense que ceux qui me connaissent et qui écouteront ce podcast, ils diront putain, c'est tellement vrai. Des nuits à pas dormir, des moments à consacrer, du temps que je devrais passer avec ma famille, le mettre au boulot, des week-ends, des nuits, je compte pas mes heures et je les facture pas plus en fait. Moi, je veux juste que le client il soit content, que moi je me sente bien et qu'on soit en osmose et que la personne elle ait envie ou pas de me reprendre. En fait, passons, je m'en fous en fait, la vérité. Je veux juste que quand mon projet soit fini, je fais cette sensation de bien-être, que je le ressente. Et en fait, c'est vrai que parfois j'ai des injustices ou j'ai des clients qui me parlent mal, qui me traitent mal, ça arrive et je leur dis mais en fait pourquoi? Juste en fait, je fais ça pour ça. Non, je fais ça. Et ça, c'est là. Surtout en France, non? En France, ouais, je sais pas. C'est cette. Je pense que les personnes qui sont dans ce tempérament-là, il y a une part de jalousie en elles ou de mal-être. Parce que quand tu es face à une personne qui est déterminée, pas forcément de réussir, mais déterminée de bien-être et de juste avoir envie de faire du positif, et que toi, tu es négatif, alors tu as envie que la personne en face de toi, elle soit négative. Alors que toi, tu es là, mais gars, moi, je veux juste envoyer du bonheur, en fait. Celle qui a vraiment amené cette notion de conseillère en image et de transformation, c'est Cristina Cordova. Qu'on aime, la prêtresse, bien sûr. Tu aimes aussi. Et on n'imagine pas comment l'habit a une véritable incidence sur notre morale, sur l'image qu'on a de soi, bien sûr. Combien on peut se transformer. Alors pour tous nos auditeurs qui passent des castings, quelle est la tenue idéale pour toi pour passer un casting, que ce soit un casting chanteur, danseur, comédien? Faut-il façonner sa singularité? Quel est ton meilleur look pour le casting? Moi, je trouve que pour les castings, alors forcément, on a envie d'en mettre le paquet parce qu'on joue parfois notre vie. On se dit, oh là là, c'est le casting de ma vie, il faut absolument que je l'ai. Moi, je sais que pour avoir été jury déjà dans plusieurs trucs différents, de mannequins, d'écoles, de machin, je trouve que en fait, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous qui est important. Soyez juste vous-même et mettez-vous dans le vêtement où vous vous sentez le mieux en fait. Si votre kiff c'est d'être en jean avec un débardeur et une veste, d'être en petite robe, d'être machin, mais n'allez pas dans l'overdress parce que c'est too much. En fait, les gens ils sont là pour voir ce que vous êtes vous. Et après quand vous allez passer un job par exemple pour
je pense pour un rôle pour du cinéma, du théâtre ou n'importe quoi, on va vous habiller, vous allez rentrer dans un moule, dans un personnage. En fait, pour moi, c'est comme mon job. Vous devez être des caméléons, vous devez vous adapter, rentrer. Et même quand on est chanteur, vous devez interpréter. Donc pour moi, passer un casting, il faut y aller de la façon ce qui vous représente le plus, mais sans être dans l'overdress. Et je trouve que moi, comme on dit, le peu fait le moins, la simplicité, le minimalisme, c'est toujours ce qui est le mieux, parce qu'au final, on n'a pas besoin de ça pour vous reconnaître. C'est ce que vous allez impacter dans le regard, dans l'intensité de la voix, dans ce que vous allez dire. Et c'est ça, pour moi, que les casteurs vont retenir. Parce que pour moi, le vêtement, c'est important, on est d'accord, mais c'est de l'apparat. Et le meilleur des vêtements, pour moi, c'est celui où vous êtes le plus confort et là où vous vous sentez le mieux pour être dans votre représentation. Aurore Dongui, on l'a compris, tu es styliste, tu as une big agence, tu travailles avec les grandes célébrités. D'ailleurs, c'est drôle, tu as parlé de Kalash, tu as parlé de... Quelle est l'artiste qui t'a le plus animée, ou vraiment tu étais super contente comme une gamine de rencontrer? Adriana Carambeu. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai rencontrée. Donc justement, c'est une très belle rencontre aussi que j'ai faite via Monaco. Parce qu'en fait, j'ai découvert une femme tellement gentille, tellement simple, tellement belle, tellement intelligente. En fait, pour moi, elle incarne toute la mode des années 90 qui étaient mes inspirations à l'école, que j'utilisais quand je déchirais dans mes magazines pour faire mes mood boards à l'école. Et quand je l'ai rencontrée en vrai, elle est tellement belle, tellement simple, tellement rock, tellement femme en fait. Tellement femme, et c'est ce que tu es toi aussi. Elle représente ce que j'aime en fait. D'authenticité. Et c'est vrai que toutes ces femmes, Adriana Carambeu, Cindy Crawford, toutes ces femmes, Linda Evangelista, toutes ces femmes, à l'époque, elles étaient femmes et simples, puissantes, simples, juste belles et powerful. Ouais, elles n'avaient pas besoin de tout ce superflu qui, je dénigre pas des réseaux sociaux, etc. Mais elles existaient juste par elles-mêmes, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau en fait, d'exister par soi-même. Donc, quand on est une femme. Quand on est une femme, bien sûr. Tu parles de Christina Cordula, tu parles d'Adriana Carambeu, qui sont des femmes qui assument leur âge aussi. Exactement. Est-ce que tu reçois de façon individuelle celles qui nous écoutent, ou ceux qui nous écoutent aussi, les hommes, puisque Aurore habille les hommes? Est-ce que on peut te contacter et avoir un rendez-vous particulier avec toi si j'ai une baisse de morale, je me trouve pas belle, je veux un gros changement? Est-ce que c'est des choses que tu fais? C'est marrant parce que je reçois souvent des messages donc sur Instagram, puisque c'est la meilleure façon pour rentrer en direct avec moi, parce que c'est moi qui réponds à mes messages. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est vrai que même si c'est un cœur, un bisou, un sourire, je réponds parce que je pense que c'est important, et j'aurais aimé en fait, moi à l'époque, qu'on me réponde quand on m'a pas répondu. Je trouve que même un cœur, ça éveille un sourire, et je sais que c'est ce qui peut changer une vie, voire une journée déjà. Donc je réponds et avec plaisir. Après, je fais pas des romans, mais je fais souvent des vocaux. Je reçois souvent des messages: Aurore, comment t'as fait pour en arriver là? J'aimerais faire ce métier. Quelles sont les études? Est-ce qu'on peut prendre un verre? Donc j'ai forcément pas le temps de prendre des verres avec tout le monde parce que j'ai déjà pas le temps de dormir. Mais j'ai le peu de temps que j'essaye de l'accorder à ma famille. Mais par contre, je réponds, je prends le temps, je fais un vocal et j'essaye de donner mon soutien. Et c'est sûr que si vous m'enchaînez de questions, il vaut mieux se voir, et après, forcément, on en discute. Mais si c'est juste une question comme ça, je prends le temps de répondre, bien sûr. Donc voilà. Tu habilles entre autres Joe Star, qu'on voit Didier, sur des photos, mais ultra stylisées. On a l'impression qu'avec toi, il a pris goût à la mode. Alors, il l'avait toujours dit. Oh là, parce que s'il dit ça, mais il avait créé Comet pour les dinosaures qui nous écoutent, et toutes ces marques. Mais là, il y a vraiment une transformation. Alors, explique-nous le travail d'une styliste avec l'artiste. Est-ce qu'on reçoit comme une psy les besoins, les envies? Est-ce que tu projettes? Comment ça se passe, le travail d'une styliste avec un artiste? Déjà, est-ce qu'on te donne les fringues? Est-ce qu'on te prête les fringues? Quel est ton job en tant que styliste? En fait,
quand je travaille avec une célébrité, parce que j'ai appris avec le temps, une personnalité, c'est un peu une travail de psychanalyse. Donc, je dis pas que je suis un psy, parce que c'est un vrai job, mais en fait, on essaye de rentrer dans un personnage sans forcément le bousculer en le modifiant, mais en étant là pour lui proposer des clés pour le faire évoluer. Donc, c'est-à-dire que, typiquement, si on parle de Joey Star / Didier, c'est un personnage, tout comme Pascal peut l'être, tout comme d'autres personnes. J'ai pu bosser avec Vita, Shaim, et beaucoup d'autres. En fait, on prend connaissance du personnage. Donc déjà, moi, généralement, j'aime bien, je rencontre la personne, si je peux discuter avec qui ça. On analyse le personnage. Et ensuite, on va proposer déjà ce qui est sûr. Donc, il y a, on va dire, 50% de... On va proposer un vestiaire, on va essayer de coller à ce qu'il porte déjà. Ensuite, ramener un petit peu de ce qui est tendance et ce que toi, t'aimerais. Et après, tu fais un petit mélange et tu vois. Mais il faut savoir que quand on bosse avec une personnalité, déjà, on ne peut pas le changer. Si tu arrives et tu dis « Oh là là, j'ai n'importe quoi. Oh, Joey Star, on va trop lui mettre des slims. » Non mais gars, je t'arrête direct. Tu mettras jamais Didier en slim. Parce que c'est pas son style et que c'est pas lui, en fait. Et ça revient à la question d'avant, quand on passe des castings, qu'est-ce qu'on doit mettre ? Faut juste être toi, en fait, et c'est pas lui, et tu peux pas changer une personne comme tu pourras jamais changer. Donc on est juste là pour donner des clés. Donc travailler avec une personnalité, ça veut dire quoi ? C'est être assez ouvert d'esprit pour s'adapter à la personne, comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie. Et parfois c'est très dur parce que on en vient à rentrer dans leur vie perso, limite à être amis, mais tout en gardant des barrières. Il y a et moi, où j'ai le plus de mal, c'est quand je travaille avec des personnes qui ne s'ouvrent pas. C'est-à-dire que, et je lui le dis, j'ai plus de facilité à travailler avec un homme qu'une femme, parce que même si avec un homme, moi je friend, en fait, j'appelle ça friendly, c'est-à-dire qu'automatiquement quand je travaille avec un homme, directement en fait, je friend pour mettre des barrières. Mais tu joues un peu, il y a une sorte de séduction parce qu'on reste un homme et une femme qui permet de rentrer dans cette vie. Une femme reste une femme. Une femme, il y a de la jalousie, normal, on est une femme. Donc tu vas plus aller dans le côté amical. Et souvent, en fait, il y a des personnes qui s'ouvrent plus que d'autres. Et celles qui ne s'ouvrent pas, tu le sais déjà d'office, qu'en fait, cette personne-là, ça sera l'histoire de 2 ou 3 ans, mais pas plus. Et les personnes qui s'ouvrent, qui vont t'inviter à leur anniversaire, qui vont t'inviter à une avant-première, qui vont te souhaiter un joyeux Noël, qui vont te souhaiter ton anniversaire. Ça, c'est des personnes où c'est d'une profondeur tellement intense que tu sais que tu peux aller au-delà de ton travail et que ton travail, il va être d'une puissance et qu'en plus, au-delà de ça, on te fera confiance et donc tu seras encore... Parce que moi, si tu me brimes dans mon travail et tu me dis « Non, Aurore, non, mais en fait, c'est comme si tu me disais « Je te prends ton dessin et je te le gribouille, en fait. » Mais je peux plus travailler. C'est genre, en fait, j'ai une boule d'angoisse qui vient en moi. Et voilà. Et moi, je travaille qu'avec ma sensibilité. Et c'est marrant parce qu'hier, on a fait un job parce que j'ai bossé avec Inès Vandamme et on a fait un essayage avec Inès hier. Et Julia Vignali, pardon, j'ai conduit Julia Vignali. Et en fait, on faisait un essayage et j'expliquais en fait à mes équipes, en fait, quand vous travaillez les couleurs, il faut que vous ressentiez les choses. Si tu ressens pas la chose, c'est que ton boulot n'est pas bon. Et tout est un travail de sensibilité. Et en fait, à force d'avoir fait ce travail, ça va faire 15 ans, j'ai une sensibilité en moi qui ne s'explique pas et j'ai du mal à l'expliquer. Je sais exactement quand je regarde quelque chose, j'arrive à ressentir quelque chose. Et si je ressens cette chose, c'est que le moment est bon. Si je ne le ressens pas, c'est que c'est pas bon. Et je travaille qu'avec ça, en fait. C'est vertigineux de t'écouter. Ouais, c'est une sensibilité, en fait. Ça s'explique pas, c'est un truc... De plus en plus, en 2025, les gens ont envie de se rencontrer. Ouais. Ce que tu nous racontes aussi, c'est cette connexion à soi, de ta petite enfance, vers ce désir de devenir styliste et de s'en donner les moyens. Et aujourd'hui, dans ta pratique, avec toutes ces célébrités, ces artistes, c'est dans cette connexion à toi qu'il y a cette résonance et qui valide ton travail. Et peut-être c'est une profondeur ce qui interne. t'a le plus ému ou peut-être stimulé ou... chez Christina Cordula, c'est justement cette authenticité qu'elle a. Exactement. Elle est ce que j'aime chez Christina, enfin ce qui m'a plu, parce qu'en fait en soi, on a failli se parler. Elle était sur Danse avec les stars l'année dernière et je bosse sur Danse avec les stars parce que je m'occupe de Chris Marquez. Donc on s'est croisés, donc je l'ai vue en vrai sans lui parler. Mais parce que je pense que c'est marrant, je suis pas du tout fan, je suis loin d'être des fans, mais quand il y a une personne qui m'impressionne, j'aurai un peu plus de mal. Et elle, c'est vraiment une personne iconique, et pour moi, elle inspire cette joie de vivre, cette énergie positive quand tu l'entends. En fait,
que t'aimes ou que t'aimes pas, t'as envie de l'écouter parce qu'elle est solaire en fait. Et puis le féminin, parce que tu es toi-même maman. Bien sûr. Elle, tu as vu comme Bien elle sûr. parle de sa maternité, Avec de son l'âge, fils, de la bien sûr. longévité. Mhm. D'ailleurs, en tant que maman, Ouais. je reçois beaucoup d'artistes. On était avec Élodie Gossuin hier, Ouais. maman de 4 enfants. Mhm. C'est quoi ta journée type quand on est styliste, Ah bah, maman J'aime célébrer les femmes. Oui, bien sûr. Bah, c'est marrant que tu me dis ça parce que typiquement ce matin, j'ai une vraie journée de maman entrepreneuse. C'est-à-dire, je me lève à 7 heures, je réveille le petit. J'aime prendre mon déjeuner avec mon fils. C'est mon moment avec lui. Alors parfois, c'est compliqué parce qu'il ne veut pas se réveiller. Il n'est pas forcément de bonne humeur. Mais j'aime bien. Il me fait des petites papouilles, des câlins. On prend notre petit déjeuner. On fait la course au lait le matin. Donc la course au lait, c'est un petit kiff qu'on a. Et c'est celui qui finit son bol en premier. Et lui, il finit toujours en avance, bien sûr. Donc, on fait ça. Après, je le prépare et je l'amène à l'école à 8h20. 8h20, il est à l'école. Bien sûr, toutes les recommandations, les bisous, les papouilles. Et puis, à 8h30, généralement, on va dire dans le meilleur des cas, je suis habillée en jogging. Je pars au sport. Je rejoins Tony. On fait une heure de sport de 9h à 10h. Ensuite, je repasse chez moi, je me change ou alors j'ai mes changes sur moi. Je vais au bureau à 10h. Je vais mes équipes, je briefe toutes mes équipes. Donc, toutes mes équipes, je précise, j'ai une assistante et 2 à 3 stagiaires sur les périodes. Et je briefe sur ce qu'il veut faire, Soit je reste au bureau ou soit je pars directement en rendez-vous. Et le seul défaut que j'ai, c'est que j'oublie souvent de manger le midi parce que j'enchaîne. C'est pas bien ça, par contre. Donc ça, c'est un gros défaut que j'ai, c'est que je travaille tellement que j'oublie de manger. Et parce que je suis pris dans mon truc, et quand je suis dans mon truc, j'arrive pas à me couper, donc c'est horrible. Et voilà, et j'enchaîne toute la journée, rendez-vous, shopping, ça peut être des rendez-vous avec des clients, des coups de fil, sur mon téléphone non-stop parce qu'on m'envoie des mails et je réponds à mes mails. Je vais faire des rendez-vous shopping, faire des validations, entre deux, valider le travail de mes équipes, slash mes stagiaires qui sont dans les showrooms, oui, non, ça va. Un qui me dit il faut livrer une robe, on change les plannings, il faut livrer la robe. Donc c'est méga intense jusqu'à à peu près 19h. 19h, je rentre, je récupère mon fils, je cut jusqu'à 21h. Donc je le mets au bain, je lui prépare à manger, on discute, lave les dents, pipi au lit, je lis l'histoire, et après je le couche. Et il aime bien, il s'endort avec moi, et là je me pose. Donc il y a alors là je parle dans une optique où son papa, parce qu'on a des métiers un peu compliqués, lui il est golfeur, il bouge pas mal, donc c'est une optique où on va dire le père est pas là, mais sinon on fait tout ensemble. Je me pose, hop, et là je m'endors au moins 10 minutes, un quart d'heure avec, et là je me réveille, je dis bon allez, ma 3e journée commence, et là on ouvre l'ordinateur et on répond aux mails, et ça peut finir à minuit, 1h, 2h, 3h, parfois 4h, parce que il faut faire les factures, il faut faire l'administratif. Donc j'essaye de cumuler, si je dors une nuit, j'essaye de faire une nuit où je dors minuit 7 heures, et la nuit d'après, parfois je dors pas, et j'alterne, une nuit je dors, une nuit je dors pas, et voilà. Ouais, parce qu'en fait le problème c'est que même si j'ai des assistantes, il y a des trucs, c'est très compliqué pour moi à déléguer. C'est important que tu Très en très parles compliqué parce que à déléguer. souvent, on se dit la styliste de Miss France, Non. elle est belle, elle est bien maquillée, elle est bien coiffée. Ouais, tout ce qui se cache compliqué. derrière, Ouais. tout ce qui se cache derrière. Est-ce qu'une styliste, tu m'as pas répondu tout à l'heure quand je t'ai demandé, est-ce que on donne les fringues aux artistes? Est-ce que c'est ton travail ça, d'appeler une marque et de c'est toi qui vas appeler Dior métier, ou Céline Si, c'est ça. C'est mon métier, c'est de constamment demander, démarcher, aller en rendez-vous, répondre aux mails, aller aux présentations presse, essayer. Alors c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas que j'aime pas, j'ai vraiment énormément de mal d'aller au défilé, d'aller aux présentations presse, d'aller aux soirées. Alors je sais pas pourquoi. J'ai un gros souci, mes équipes elles sont folles, j'ai eu des invitations de folie, j'y vais pas. J'ai peur, j'ai du mal avec le regard des autres. Parce qu'en fait, je fais un métier d'apparence, c'est une chose, mais en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le scannage de certaines personnes, où j'ai cette sensation de passer au radar. Tu introduis ma prochaine question. Je suis hyper... si divainement. Ouais. Tu sais, chez Casting Call, Casting.fr, c'est chanteur, danseur, la télé, etc. Mais il y a un milieu que j'ai beaucoup fréquenté, parce que je suis une ancienne mannequin, qui est la mode, est un milieu
Allez, n'ayez pas peur. Qui est compliqué, j'allais dire, un milieu un peu pas très gentil, pas très bienveillant. Les mannequins, alors je ne sais pas si en 2025 c'est encore comme ça, mais les mannequins ne sont pas... Voilà, c'est pas un milieu... pourquoi est-ce que dans la mode, on a cette caricature, comme dans Le diable s'habille en Prada, de la bad woman, la méchante, tout est méchant. Qu'en est-il? Je pense que parce qu'en fait, le milieu de la mode est un milieu qui génère énormément d'argent, énormément de communication maintenant, en plus avec les réseaux, de visibilité et de stress. On doit envoyer du rêve constamment, donc beaucoup de pression, beaucoup de stress, et donc ça rend les gens aigris. Eh ben mon Dieu, si vous avez envie, voilà. C'est non, vrai, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. C'est le stress qui fait ça. C'est le stress. Et la fatigue et le stress qui rend les gens. Parce que mais c'est intéressant parce que tu es, on connaît ton travail, divinement talentueuse, travailleuse. Merci. Toutes les femmes qui bossent dans ton milieu vont dans les défilés, etc. Et toi, tu n'y vas pas. Et ça parle justement de cette petite... Ouais, j'ai une angoisse, c'est une très angoisse. C'est très angoissant et en fait, je pense que ça vient de là, c'est que pour moi, en fait, j'aime faire ce métier. Moi, j'adore, ce que j'aime dans mon métier, c'est la communication, rencontrer les gens, être un jour sur un shooting photo, un autre jour sur une campagne de montre, un autre jour être sur un clip, rencontrer un artiste dans le rap et puis l'autre jour être en chanson française. C'est cette multitude d'énergie qui me rend waouh, comme une sorte de feu d'artifice de bienveillance. Tu le fais pas pour la fame. Non. Tu es au service, comme ta maman infirmière, au service de l'autre. Comment tu as atterri sur Miss France? Que c'est quand même The Projet, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Non, alors j'ai d'autres beaux projets, mais c'est un beau projet. En fait, non, Miss France, en fait, c'est beaucoup de travail. Comment tu es arrivée sur le projet? Ouais. Bah, en fait, alors, pour la petite histoire, j'ai commencé avec un photographe qui s'appelait Kevin Laguerre, en fait, qui s'appelait Kay Smith à l'époque, il y a très longtemps, il y a 15 ans. On shootait beaucoup ensemble, qui prenait un coiffeur, qui bossait avec un mec de Lille en tant que coiffeur, qui m'a recommandé à un autre coiffeur de Lille, qui avait un salon de coiffure qui s'appelait Willou donc Will c'est la personne qui est en charge maintenant du comité Nord-Pas-de-Calais, mais à l'époque donc qui était chef coiffeur sur Miss France, etc. Et qui m'a fait travailler sur une campagne de Saint-Algue. Donc j'ai fait une campagne Saint-Algue avec Will et Emma qui bossent toujours pour Saint-Algue, etc. Saint-Algue qui est un partenaire Miss France. Et ça s'est très bien passé. De là, on m'a recommandé pour un shooting avec que je dise pas de bêtises, avec Sylvie Tellier. J'ai fait un shoot avec Sylvie Tellier et de bouche à oreille, je suis remontée. C'est mon travail est remonté. Et puis, on m'a demandé, Aurore, est-ce que tu serais intéressée pour faire le shooting photo du lendemain de la Miss de Alicia Ailes, qui est donc notre Miss qui était élue juste avant Maëva Cook, Miss France de Alicia. Je dis, bah carrément. Et donc, j'ai mon premier shooting, c'était le lendemain le jour de l'élection d'Alicia à Montpellier. Donc j'ai fait le shooting, ça s'est très bien passé avec Benjamin Decoing, le photographe. Et suite à ça, le temps est passé et puis j'ai été recontactée par le comité Miss France qui m'a dit, écoute, voilà, la styliste en titre n'est plus là, est-ce que ça serait intéressé de reprendre son job pour t'occuper? Je dis, bah écoute, pourquoi pas. Et là, ils m'ont dit, bah let's go, quoi. Et donc j'ai commencé avec ma première élection 2018 et j'ai élu Maëva Cook. La mode. Ouais. Est-ce que tu es fan de fringues? Tu t'habilles beaucoup, tu es très belle, là. Elle est vraiment... C'est plus que du stylisme, là, c'est de l'esthétisme. Je te regarde depuis tout à l'heure avec ta frange, tes lunettes, la couleur. Tout est bien pensé. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Aurore, justement, à cette petite fille qui, à 13 ans, s'est dit, mais comment je peux me démarquer? Comment je peux me faire remarquer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais tout simplement de croire en ses rêves, de ne pas baisser les bras, d'aller jusqu'au bout, mais de faire les choses bien. Et que de toute façon, quoi qu'il advienne, elle y arrivera, quoi, parce qu'elle a envie, en fait, tout simplement. Avoir des envies. Merci Aurore pour ce délicieux moment.